BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. 400 000 salariés de plus pourront être vaccinés à partir de ce samedi. Yves Verrier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire général de Force Ouvrière. Aujourd'hui, il y avait une réunion avec les partenaires sociaux, avec vous, avec Force Ouvrière, sur justement ceux qu'on appelle les salariés de la première et la deuxième ligne, qu'il faut vacciner, qui n'ont pas forcément plus de 55 ans. Donc la liste a été, là ça y est, je crois que maintenant elle est définitive. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est... Vous aviez préconisé que ce soit tous les salariés, mais là au moins il y a ceux qui sont les plus exposés. Il faut bien avoir en tête que vous dites 400 000 salariés de plus. Non, ce n'est pas 400 000 salariés de plus. On va réserver un créneau de priorité pour les salariés de ces différents secteurs plus particulièrement exposés que d'autres. Ça, c'est défini par le gouvernement. Éventuellement, on nous dit par une étude de l'Institut Pasteur, en fonction de l'environnement. Cela étant, il faut bien comprendre que quand on fait des priorités, c'est parce qu'on gère une pénurie. On gère une insuffisance de doses de vaccins pour pouvoir vacciner beaucoup plus largement. Et c'est ce qu'il faudrait, vacciner beaucoup plus largement. Et vous, quand vous dites vacciner beaucoup plus largement, quoi, c'est donner que toute la population française puisse se faire, si elle le veut, se vacciner ? Alors, bon, d'abord, c'est ce que le gouvernement a annoncé d'ici l'été. Oui, d'ici l'été, non, mais là... Oui, mais il faudrait que les doses soient là. Le problème, c'est qu'on n'est pas souverain en la matière. On est dépendant d'approvisionnements qui, pour le moment, pour l'essentiel, viennent d'ailleurs. On a une usine qui fait du flaconnage, là, de la mise en flacon. Oui, mais c'est important, c'est pas que du flaconnage. Enfin, oui, non, mais c'est très bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Il y a 53 usines en Europe. Cependant, dépendant de l'insuffisance aujourd'hui de doses pour pouvoir vacciner plus largement. Oui, mais par rapport à ce qui a été décidé aujourd'hui au ministère du Travail, est-ce que, je veux dire, ça vous satisfait? On connaît effectivement les restrictions. Est-ce que ça vous satisfait? Il fallait que l'on ouvre plus largement, parce qu'il faut avoir en tête qu'il y a de cela 10 jours, on a ouvert la vaccination à toute la population à partir de 55 ans. Oui. Et là, on dit... on va ouvrir des créneaux de priorité à ces métiers dits de la deuxième ligne, qui sont effectivement plus exposés du fait de l'environnement de travail que d'autres. Cela étant, on aurait pu élargir bien plus, parce que beaucoup considèrent qu'eux-mêmes sont exposés, à juste titre d'ailleurs, du fait de contact avec le public, postiers, les personnels de Pôle emploi, par exemple, dans le secteur public, dans le secteur du nettoyage propreté. On n'a pas bien compris si c'était ouvert à tous les salariés des entreprises de propreté. Il semble que ce soit circonscrit à ceux qui ramassent des déchets, donc c'est pas très clair. Il y a les personnels de la prévention sécurité, par exemple. On voit beaucoup d'agents ici même qui assurent les entrées et les sorties. Est-ce qu'ils seront tous et toutes inclus ou non? Donc voilà, on voit bien que de toute façon, dès qu'on Donc vous n'avez pas eu les réponses, forcément, au-delà du périmètre, vous n'avez pas eu les réponses à vos questions, Verrier. Ceux-là, il y avait accès de toute façon, puisqu'ils ont plus de 55 ans. Le problème, c'est qu'on a aussi maintenu le même niveau d'âge, 55 ans. Or, ils avaient déjà accès à cette vaccination parce que plus de 55 ans, on leur ouvre des créneaux prioritaires. Ça veut dire qu'on ferme des créneaux à ceux qui n'entrent pas dans ce périmètre, en même temps à qui on venait d'ouvrir pourtant la possibilité de se vacciner à partir de 55 ans. Donc voilà, on essaye de faire en sorte, le gouvernement essaye de faire en sorte qu'une partie des salariés les plus exposés, on a parlé des caissières au contact du public, les conducteurs de bus, les salariés qui vont prendre les mêmes bus, ils sont au contact du même public que les chauffeurs de bus. Oui. Ils vont au travail et ils ne seront pas toutes et tous dans ce créneau prioritaire. Donc voilà, à partir du moment où on fait des priorités, par la force des choses, on fait des déçus. On fait des déçus. Et évidemment. Yves Verrier, est-ce que vous avez, est-ce que les entreprises, d'après ce qui vous revient, sont suffisamment souples, font preuve de souplesse par rapport à laisser leurs salariés aller se faire vacciner? Oh bah écoutez, j'espère quand même, oui, on n'a pas de... Il n'y a pas de difficulté, non, mais c'est une question. Hein. Non, la difficulté, encore une fois, c'est la disponibilité des doses, oui. Notamment dans les services de médecine du travail qui sont aptes à pouvoir vacciner,
mais qui manquait jusqu'à maintenant de suffisamment de doses pour pouvoir vacciner plus largement. Donc il faut acheminer aussi des doses suffisantes pour les services de la médecine du travail pour faire en sorte que les salariés en question puissent effectivement accéder à la vaccination. Ouais. Je pense quand même qu'on aurait pu baisser le seuil de l'âge, puisque ce seuil était déjà ouvert à toute la population. Oui. Yves Verrier, une question, je la poserai cette question demain à Elisabeth Borne, à la ministre du Travail, qui sera notre invitée à 19h10. Une question justement, est-ce que sur les chiffres du télétravail, elle nous donnera demain les dernières estimations sur le télétravail, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les entreprises se sont fait un peu tirer l'oreille dans le dernier confinement, mais que là maintenant, le télétravail est respecté ? Les derniers échanges qu'on a eus sur le sujet montraient quand même qu'on était à un niveau assez important. Mais je le redis, le problème du télétravail, c'est que les entreprises, certaines, n'ont pas toujours joué le jeu. Et ça, c'est important parce qu'il y a la question de la santé des salariés concernés. Il ne faut pas oublier si vous dites que télétravailler, c'est s'éviter justement d'être en contact, soit dans les transports, soit avec d'autres salariés dans des enceintes restreintes où on risque de se contaminer. Bon, mais en même temps, le télétravail à 100% à domicile, dans des conditions qui ne sont pas du tout adaptées pour beaucoup de salariés, c'est pesant. C'est pour ça que la disponibilité de la journée pardonnez-moi, je ne comprends pas tellement votre utilisée. Position. Votre position, c'est quoi? C'est moins de télétravail? Non, à partir du moment où c'est une solution qui va dans le sens de protéger, préserver la santé des salariés, il faut qu'elle soit mise en œuvre, qu'elle soit respectée. Donc vous êtes pour le télétravail? Dans les conditions actuelles, faute de pouvoir être vacciné, protégé autrement, le télétravail est un moyen de protéger la santé des salariés et ça c'est une priorité pour EFO. La question de la santé et de la sécurité au travail est une priorité. Et de ce point de vue, il faut cependant intégrer le fait que du télétravail depuis aussi longtemps à 100% ou quasi 100% dans des conditions qui ne sont pas adaptées. C'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est que les entreprises respectent et qu'on s'attache. Vous aviez un reportage tout à l'heure sur un inspecteur du travail, qu'on s'attache aussi à ce que les entreprises respectent le droit à la déconnexion, les horaires de travail. C'est pas parce que le salarié est en télétravail qu'il doit être corvéable et malléable à merci à toute heure du jour et de la nuit, y compris éventuellement le week-end. Donc il faut faire très attention à ce que les entreprises respectent bien les horaires de travail et la déconnexion. Est-ce que sur ce sujet, il faudra à un moment, dès lors qu'on voit bien, ça va devenir maintenant c'est un peu définitif, je veux dire, le télétravail va rentrer dans les mœurs du salariat. Est-ce qu'il faut revenir pour être extrêmement précis sur ce que doit payer l'entreprise, ce qui revient aux salariés, les conditions? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de conflits sur les tickets restaurants, sur le transport, est-ce que vous demandez à ce que ça soit encore plus défini? Alors, premièrement, je vous rappelle qu'on a négocié à l'automne dernier et qu'on a réussi, et FO a joué un rôle majeur pour avoir cette négociation et qu'elle débouche sur un accord national interprofessionnel qui réglemente justement la mise en œuvre du télétravail demain. Oui, mais ma question était que depuis, on voit quand même qu'il y a beaucoup de conflits ici ou là. Est-ce qu'il faut peut-être aller plus loin? Cet accord n'avait pas pour vocation de gérer la situation actuelle, qui est une circonstance exceptionnelle, un cas de force majeure, même s'il y a des dispositions qui sont prévues dans l'accord pour cette situation, ce cas qui se présente aujourd'hui, mais l'accord vaut pour l'avenir, c'est-à-dire la mise en place du télétravail demain dans les entreprises de façon régulière, hors circonstances exceptionnelles. Et ce qui était important pour nous dans cet accord, c'est de s'assurer du volontariat, que ce volontariat prévoit une réelle, effective réversibilité à la demande du salarié, qu'on s'assure d'une protection, c'est-à-dire que le télétravail ne soit pas utilisé demain par les entreprises pour externaliser en réalité le travail et transformer peut-être, qui plus est, la relation de travail en une relation du type travailleur indépendant, plateforme ou délocalisé de l'emploi. Donc cet accord, il a pour objectif de tenir compte du fait que le télétravail, ça n'est pas non plus la panacée. Il va y avoir une aspiration plus grande de la part d'un certain nombre de salariés
pour des Donc raisons liées au transport. l'accord, il reste, à votre avis, il est suffisamment précis lorsqu'il va rentrer, lorsqu'il est en vigueur. Il a pour vocation d'encadrer et de renvoyer systématiquement à des négociations d'entreprises et de branches. Je me suis mal fait comprendre. Je sais bien que c'était ça l'objet de cet accord. Je dis juste qu'on voit beaucoup de dérapages ici ou là. Est-ce que l'accord que vous avez mis en place, ça sera suffisant pour éviter justement tous ces dérapages? Vous nous dites que oui. Alors, quand il y a dérapage, moi j'invite, s'il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, à ce que les salariés s'adressent à nos syndicats parce qu'on est capable de leur apporter tous les conseils, tous les appuis pour négocier dans les meilleures conditions le télétravail et s'assurer qu'il sera mis en faveur des salariés et non pas à l'inverse. Est-ce que justement, tiens, à propos d'entreprise, est-ce que vous avez eu le chiffre, le résultat des élections qui a eu lieu dans les TPE, les PME, notamment pour EFO? Alors c'est déjà très décevant sur le plan de la participation et ça ne peut pas nous satisfaire. Globalement, on progresse d'un point en pourcentage, mais compte tenu de la progression du taux d'abstention, on a 5,4% de participation seulement. Ça veut dire que 95% de salariés ne sont pas allés voter. C'est une grosse déception pour les syndicats, non? Oui, ça c'est une déception et ça montre en tout cas. Alors nous, on a mis en place... Vous êtes à combien? Vous êtes à combien? On est à 13,8 je crois %. On est arrivé 4e, on est déçu de ça aussi. Cela étant, dans les secteurs où on avait beaucoup travaillé, et on a, nous, eu une démarche systématique de terrain, assistante maternelle, salariés du particulier employeur, ça fait partie des deuxièmes lignes d'ailleurs, qui sont très nombreux, la pharmacie d'officine, la coiffure, les services d'automobile, FO obtient de très bons scores. Ça veut dire que quand on s'organise sur ce terrain-là, on y arrive. Par contre, on n'a pas réussi, il y a 5 millions de salariés à aller à la rencontre, qui plus est dans le contexte des restrictions sanitaires. Les hôtels, cafés, restaurants, beaucoup de TPE étaient fermés en chômage partiel, donc très difficile à toucher. Donc c'est quand même un échec pour les syndicats. C'est un échec du point de vue de la participation. Là où on a pu mener notre activité, notre action syndicale un peu plus normalement, on va dire, on a réussi à convaincre un peu plus de salariés. Une question sur la réforme de l'assurance chômage. Juste, je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres que nous donnait tout à l'heure Emmanuel Le Chypre. Il nous disait qu'il y avait là en chômage partiel, enfin ceux qui ont l'activité ou chômage partiel, c'est comme vous voulez, ça concernait 6 700 000 Français. Donc c'est infiniment plus qu'avant. Est-ce que quelque part ça ne donne pas raison à cette réforme de l'assurance chômage qui doit réguler le bonus-malus pour les entreprises? Alors, il faudrait qu'elle régule le bonus-malus pour les entreprises, parce que le problème de la réforme de l'assurance chômage qui va rentrer en vigueur au mois de juillet, c'est qu'elle va réduire le niveau d'indemnisation des demandeurs d'emploi, notamment les plus précaires, du fait de la modification de ce calcul du salaire journalier de référence. Donc ça ne va pas impacter du tout les contrats précaires. Le bonus-malus n'entrera en vigueur au mieux qu'à la fin 2022 et peut-être en 2023 pour un nombre de secteurs restreints, puisqu'on va y exclure, y compris par exemple café, restaurant dans la situation actuelle. Autrement dit, on a de grosses interrogations sur le fait que ce système agira effectivement sur les contrats courts. Par contre, ce dont on est sûr, et c'est pour ça qu'on dénonce, qu'on conteste et qu'on va devant le Conseil d'État. Vous avez vous aussi déposé un recours? Oui, absolument. Donc il y a la CFDT, la CFC, il y a vous? On est quatre, la CFTC est hésitante. D'accord. Donc on va déposer ce recours parce que l'on conteste donc cette réforme de l'assurance chômage qui va en fait rendre la vie beaucoup plus difficile pour les demandeurs d'emploi alors qu'on atteint un niveau record du fait de la crise économique. Je suis encore alerté par une liquidation judiciaire dans une fonderie en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui. J'étais la semaine dernière dans Lyon, c'est SKF qui supprime un site et donc une centaine, un peu plus d'emplois vont disparaître. Bref, ça n'est pas le moment de rendre la vie plus difficile aux demandeurs d'emploi. Et là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. On demande, j'ai redemandé au gouvernement d'abandonner, de renoncer à cette réforme. Par contre, moi, je déplore, et plus que cela, je trouve assez dommageable, critiquable, contestable,
que les employeurs, le MEDEF, la CPME, l'UDP, ne soient pas en capacité, et n'ont pas été jusqu'à maintenant, de se mettre autour d'une table et de négocier réellement sur la réduction des abus en matière de contrats courts, parce que certaines entreprises, je ne dis pas toutes, abusent de cela. C'est pour ça qu'on avait une proposition en termes de bonus-malus qui avait pour vocation de faire en sorte que l'assurance chômage ne soit pas utilisée. Il y en a certains qui vous ont entendu. Comme instrument de flexibilité. Oui, il y a certains qui vous ont entendu et c'est sûr qu'en ce moment, dans le contexte actuel, ça sera sans doute utilisé comme un outil de flexibilité. Vous avez raison. Puisque vous me parliez d'activité partielle, n'oublions pas que l'UNEDIC finance un tiers du coût de l'activité partielle. C'est-à-dire qu'on met en cause son déficit, son déséquilibre, mais il ne faut pas oublier qu'elle finance un tiers de cette activité partielle. Il n'y a pas que l'État qui finance l'activité partielle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Demain, justement, je prendrai vos propos et je les présenterai à Elisabeth Borne. Elle vous répondra certainement dans un instant. C'est lui aussi, il a beaucoup souffert avec la crise de la Covid. C'est Olivier Ginon, le patron de GL Events. C'est le roi de l'événementiel, un chiffre d'affaires au premier trimestre divisé par 2 et l'année 2020 qui a été catastrophique. Il va nous dire comment est-ce qu'il voit la réouverture. Soyons positifs.